ODH TV. Alors Eric, en 2018, tu vas sortir un livre avec le Garpan, Oui. donc le catalogue raisonné des cas de RR3 en Italie. Oui. Alors, peux-tu nous en parler? Alors c'est un petit peu une coïncidence en fait, hein. J'avais écrit les bases de ce livre il y a 2 ans et demi, 3 ans, euh, pour un tout autre projet. Et dans mon esprit, c'était quelque chose qui était fait sur le modèle de ce qu'on faisait parfois dans les années 70-80. Beaucoup de groupes un peu importants faisaient ça. Ils faisaient un catalogue raisonné de toutes les observations de leur département. Moi, m'intéressant au RR3 depuis longtemps pour toutes sortes de raisons, je me suis dit, tiens, on pourrait essayer de faire ça pour l'Italie, mais en tant qu'outil de recherche, si tu veux. C'était pas du tout destiné à la publication. Bon, parlant italien, et ayant des connaissances en Italie, je me suis mis à récolter, à rentrer dans la cuisine, donc, comme je disais tout à l'heure, ce qui n'est pas une petite affaire là aussi, des cas italiens. Alors tu as les plus connus, tu y as accès évidemment, puis il y a un tas d'autres cas qui le sont moins. Voilà. Et à l'époque, j'étais arrivé à 110 cas, un peu moins. Et comme je suis en relation avec un très grand ufologue, hein, qui est un peu comme moi, qui est hors du système et qui travaille depuis des décennies au Canada, euh, je lui ai envoyé ce qui était de mon point de vue un outil de recherche, puisqu'il a mis au point un système qui est assez original, qui est probablement le système le plus puissant d'analyse des rencontres rapprochées qui existe au monde à l'heure actuelle. Il a mis presque 40 ans, hein, pour le faire. Ça s'appelle Kazufo. Et donc on échange pas mal tous les deux. Donc je lui ai envoyé ça, je lui ai dit, tiens, regarde, si tu veux nourrir un petit peu, il a 3500 cas dans ce qui ressemble un peu à une sorte d'intelligence artificielle qu'il a mis au point. C'est pas tout à fait ça, mais ça y ressemble. Je lui ai dit, tiens, regarde, il y a des cas là-dedans, tu peux, si tu veux... Bon. Et il a lu ça, et comme il est très lié avec Yann du Garpan, mais il lui a communiqué tout de suite, il lui a dit, regarde ça, c'est génial, ces cas on les connaît pas, en plus il y a les commentaires sous les cas, voilà, j'ai trouvé un tas de choses qui ont stimulé ma réflexion, on devrait le publier. Yann a lu ça, et il a été emballé, donc Marc m'a dit, on va le publier, c'est avec ton accord, on le publie. Et j'ai passé 2-3 mois à le mettre à jour, c'est-à-dire qu'on est passé à 187 cas, et en accord avec Yann, on le restructure un peu, parce que si tu veux, un outil de travail, ça touche, allez, on va dire entre 15 et 50 personnes dans le monde maximum. Bon, là, si c'est publié, ça va toucher un public plus large. Donc il faut le reformater un petit peu. C'est ce qu'on fait, on séquence la chronologie. J'ai fait des introductions pour chaque période, en rappelant un petit peu les données historiques, tu vois, voilà. Je leur fais des dessins également supplémentaires. Bon, on l'égaye un peu, quoi, on le présente. Et donc, il devait être édité début 2018. C'est en cours, hein, c'est sur les rails, voilà, ça peut aller très très vite en fait. Hein. Donc voilà l'origine de ce catalogue raisonné des RR3 italiennes. Donc j'en ai isolé 187. C'est ce à quoi j'ai eu accès le plus facilement. Il faut savoir que c'est pas facile en Italie, hein, d'avoir accès, toujours pareil, hein, la cuisine te met en face des réalités. Et Paolo Fiorino, qui était un grand ufologue italien, s'était occupé de ça, et il avait fait une liste de 1700 et quelques cas. Tu vois, nous on est à peu près à 300 en France. Hein. Eux ils sont à 1700 cas, mais attention, hein, c'est-à-dire ils prennent vraiment tout. C'est un peu comme le catalogue de Rosales. Hein. Il faut déjà éliminer entre 30 et 50% de choses qui n'ont rien à y faire. Tout ce qui est cryptozoologie, tout ce qui est expérience paranormale. Il y a un tas d'autres problèmes que tu connais comme moi, les histoires de visitor bedrooms qui se multiplient depuis les années 90, sans observation d'OVNI évidemment. Donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ça pose un tas de questions. Donc il y a 10% finalement dans ce catalogue, dans ce livre. Il y en a qui sont pas sérieux, mais je les ai mis aussi avec des commentaires pour essayer de faire comprendre les différences. Pourquoi il faut se méfier de ça? Pourquoi, voilà.
pour une personne qui veut faire de la recherche, qui s'intéresse à ça, ça peut être intéressant quand même de voir ce côté-là qu'on voit jamais. Donc ça reste quand même un outil de recherche un peu. Hein. Ça va être plus ludique, tout ce que tu veux, mais ça reste quand même un instrument de travail. C'est pas le truc pour lire à la plage, quoi. Alors à la fin du catalogue, je donne mon avis, je me mouille, hein. Je donne mon avis, c'est-à-dire je dis voilà, pour moi, mais c'est très simple, hein, j'ai l'habitude, quand le cas me paraît quand même sérieux, avec des éléments sérieux, parce qu'il y a des témoins multiples, parce qu'il y a une enquête, parce qu'il y a des traces, parce que bon, pour tout un tas de raisons, ou que le cas structurellement il est intéressant, je mets un point d'exclamation. Si le cas est vraiment bon, j'en mets 2. À la fin, j'ai dit voilà, pour moi, il y a 8% du catalogue, dans mon optique à moi, qui pourrait faire l'objet d'une sélection pour une étude statistique. Ça fait 15 cas, à peu près, sur 187. Et je les cite, et je mets le nombre de points d'exclamation. T'en as 5, 6 qui ont 2 points d'exclamation, et tous les autres ont 1 point d'exclamation. Voilà. Ce sont ces cas-là. Après, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons, mais le problème, c'est que tu te heurtes au problème de l'enquête-récit. Est-ce que tu as affaire à un récit ou est-ce que tu as affaire à une enquête? Pas pareil. Et tu le vois vite hein, en travaillant là-dessus. Donc, tu as des cas qui pourraient être très intéressants, mais on n'a pas l'information. C'est une guerre de l'information, finalement. Tu n'as pas l'information suffisante pour dire, après tout, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une histoire inventée, ça peut être n'importe quoi. Donc, il faut faire attention. Donc je sélectionne les cas où il y a eu une enquête d'un ufologue. Ce sont évidemment des cas très connus, on a beaucoup écrit dessus, donc tu as de l'information. Après, on en pense ce qu'on veut. Hein. Je veux dire, il y aurait un sceptique qui te dirait mais non, on peut toujours inventer une histoire dans l'histoire pour expliquer l'histoire. Donc voilà. Mais le cas de Stra, par exemple, tu avais une trace au sol, tu avais des éléments physiques qui ont été retrouvés au sol, des espèces de fragments qu'il a fait analyser. Tu vois, le cas se tient. Bon, il n'y avait qu'un témoin. Après, tu as d'autres cas où tu as plusieurs témoins. Voilà. Donc, ce sont ces cas-là. Pour moi, le cas de Varzi, que je te citais, Bobbio, est le cas italien qui me paraît le mieux structuré. Parce qu'il y a 6-7 témoins, l'objet a laissé une trace, il a été vu pendant plusieurs heures. Il y a alors, ils ne se sont pas approchés trop près. Il y a 2 êtres qui ont été vus, qui tournaient autour. Apparemment, ça ressemblait à des petits gris, ce qu'on appelle des petits gris aujourd'hui. Quand tu prends tous ces éléments, plusieurs témoins, plusieurs heures, des traces, une enquête bien faite, voilà, le cas me paraît quand même fort. Celui-là, il a 2 points d'exclamation, tu vois. Après, tu as des cas dont on parle beaucoup. Hein. Mortigliano, par exemple, c'est un cas, il y a 30 témoins, voilà, mais il n'y a pas d'observation d'OVNI associée. Et voilà, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça fait partie de mes recherches très personnelles là-dessus. Tu peux trouver des choses qui sont un petit peu étonnantes. Bon. Il y a un livre hein, qui est paru en Italie de Chiumento, juste sur ce cas-là, hein, sur Mortigliano, cette créature de 3,50 m de haut qui a bloqué toutes les voitures. Ah oui, je sais. Parce que et tout était en panne, hein, les voitures, les portables, les portables, les voitures, tout était en panne. Hein. Et Chiumento a retrouvé les 25-30 témoins qui étaient là ce soir-là. Donc il a écrit ce livre dessus, je vais le commander d'ailleurs. Bon, c'est des cas, quoi que tu puisses en penser, qui sont assez lourds hein, quand même, qui sont, voilà. Après tu as le cas Rosalotti, évidemment, dont je te parlais à Cennina, en plus je connais bien parce que c'est mon pays, hein, la Toscane, une région très particulière où ça s'est passé, hein, qui est un cas, alors ça c'est un cas important parce que ça t'explique bien comment ça marche. Pendant longtemps, jusqu'en 75-76, le cas s'est passé en 54, on a pensé que c'était le seul témoin. Qu'elle s'était trouvée face à cet objet posé dans la clairière avec ces 2 êtres qui lui avaient parlé un langage incompréhensible et qui lui avaient piqué un bas et le bouquet de fleurs pour l'église qu'elle avait dans les mains. Bon. Et en 76, on a fait une enquête, figure-toi. Et on s'est aperçu de quoi? Tu avais 2 jeunes qui se trouvaient un peu plus loin, à une certaine distance, qui ont vu l'objet et qui ont vu la scène. Donc en fait, il y a 3 témoins. Et tu as 2 autres témoins qui ont vu l'objet partir.
Donc on change de nature là, on change complètement la nature du truc. Ce qui passait pour un cas plus ou moins folklorique devient un cas beaucoup plus sérieux, tu vois. Et ça te montre comment ça marche depuis l'époque. À l'époque, au mieux, il y avait un reporter qui se déplaçait et il écoutait un récit, dont il se fichait plus ou moins d'ailleurs, tu vois. Et c'est pas une enquête. Une enquête aurait permis de trouver les autres témoins tout de suite et aurait vérifié les traces parce qu'il y en avait, je suis sûr qu'il y en avait. C'est ça la différence. Et ça regarde les ufologues. Quand on se dit ufologue et qu'on a un contact, un tuyau sur quelqu'un qui a fait une observation rapprochée, eh ben on va faire l'enquête et on fait les choses sérieusement, on fait un rapport et vraiment on fait ça le plus professionnellement possible. Sinon on ne se dit pas ufologue. Enfin, moi je vois les choses comme ça en tout cas. Sinon c'est un hobby. Tu peux monter au col de Vence et regarder les étoiles et te faire des films, mais comme si tu allais au cinéma, ce serait à peu près pareil, c'est un plaisir, c'est très bien, j'ai rien contre. Mais si tu te dis ufologue, tu vas faire l'enquête et tu laisses une trace et tu laisses un rapport accessible aux chercheurs, aux gars qui bossent justement sur ce qui remonte du terrain. Voilà, sinon il n'y a pas d'ufologie. On est dans un mythe fondé sur des rumeurs. Il faut choisir. Mais dans les RR3 en Italie, c'est comme en France, c'est des secteurs isolés. Alors, très souvent, ce sont des secteurs isolés, mais là, on touche à des problèmes qui deviennent très complexes. D'une part, la sociologie, sur la répartition géographique, la sociologie rentre en jeu dans la mesure où, comme toujours, c'est la présence d'ufologues sur le coin qui sort les cas. Donc, on dit le cas s'est produit là, mais tu ne sais pas s'il y a un tas de cas qui ne sont pas produits ailleurs, mais comme il n'y a pas d'ufologue pour récupérer, ben voilà. Et comme les ufologues italiens sont pas mal concentrés dans le nord plutôt du pays, donc effectivement, t'as tous les gros cas viennent du nord, comme par hasard. Tu as des cas, bon, comme tu le sais, le polymorphisme est total hein, dans ces histoires-là, au niveau des R3 comme du phénomène OVNI, comme des formes. Alors tu as un certain nombre de cas qui sont très connus. Est-ce qu'on peut parler de Valençol? Peut-être le cas de Stra, puisque bon, tu as deux êtres, tu as l'objet qui a laissé des traces, il y a eu une enquête. C'est peut-être ce qui ressemblerait le plus, je dirais, le cas de Stra en Vénétie. Non mais dans sa globalité, genre que le témoin après il voulait plus parler, toute l'affaire en fait. Mais ça c'est quasiment systématique ça. Tu as par exemple un cas italien très très célèbre, mais qui s'est déroulé en 1950. C'est le cas d'Abbiate et Guazzone. Le témoin qui s'appelait Facchini a été au contact de cet énorme objet qui était posé sur un terrain en plus détrempé parce qu'il n'avait plu. Et tu avais une espèce de mec sur le côté avec un assemblage qui soudait. C'est le coup classique de la panne. Voilà. Et il est tombé là-dessus par hasard, entre guillemets. En voyant des éclairs, en pensant qu'il y avait peut-être une ligne haute tension. En plus, c'est un gars qui travaillait, qui devait savoir ce que c'était la soudure à l'arc. C'est bizarre, ça rappelle le cas de Menton, ça. De Gorbio, tu veux dire là? Ouais. Non, pas tout à fait. Tu as des cas qui évoquent ça, mais pas ici. Et il est tombé sur cet énorme objet en forme d'œuf, à deux couleurs, avec le gars qui soudait, et puis deux trois types en combinaison, en scaphandre, qui se baladaient. Et puis à un moment, il s'est approché. D'abord, il a pensé à une sorte d'appareil américain, tu vois. Il s'est approché, et les gars avaient une espèce de boîte comme ça. Ils lui ont envoyé un faisceau lumineux. C'est Valençol, c'est pas le tube, mais c'est très fréquent, ça, cette histoire de boîte-là. Ça, effectivement, tu avais cette espèce de boîte à Gorbio, par exemple. Mais tu as plein de cas en Italie où il y a cette espèce de boîte et il y a le rayon qui part, tu vois, bam. Tu l'avais à Angelholm aussi, en Suède, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et donc le gars a été paralysé, mais ça s'est déroulé assez... ça a été assez violent, hein, la paralysie. Il dit qu'il a été cassé en deux, quoi. Parce que lui, il avait compris que c'était quelque chose qui n'allait pas. Il cherchait à s'enfuir et il a été cassé en deux par le rayon. Et donc, il a assisté par terre dans la boue au réembarquement.
ils ont fait descendre à toute vitesse l'espèce d'étalage sur le gars, tu vois, de chapiteau sur lequel le gars soudait. Ils ont réembarqué dans l'appareil, il a vu des manomètres. On est encore dans une histoire des manomètres, non mais tu te rends compte. On est encore dans une histoire comme à Angel Home, mais c'est pareil quoi. Le truc est parti donc. Et bon, après il a réussi à retrouver un peu sa motricité, il s'est levé, il est rentré K1K chez lui. Il a été mal toute la nuit, il a eu des séquelles pendant plusieurs semaines. La presse lui est tombée dessus parce qu'il en a parlé. Il s'est fait traiter de tous les noms. Et il y a une interview de lui à la fin de sa vie où il dit que c'est la pire chose qui lui est arrivée dans sa vie. Il n'a jamais connu pire que ça. Il parle surtout des suites de l'affaire. Tu vois, donc il ne voulait plus parler, c'était très difficile de l'approcher. Ça correspond à ce que tu dis, mais il y a des cas récurrents hein, comme ça. Et alors le cas d'Aguate Guazzone est intéressant parce que le lendemain matin, il est retourné sur ce terrain boueux qui était pas très loin de chez lui en plus, hein, en pleine cambrousse. Et il y avait les traces de l'objet hein, qui étaient vraiment imposants. Le monstre, il a appelé le monstre, ou la chose, il a appelé. Et le gars qui soudait, il y avait des choses qui tombaient. Et il a retrouvé quelques-unes de ces choses. Et pour moi, c'est l'élément invalidant. Quand il y a un cas très important comme ça, je cherche toujours l'élément invalidant. Nécessairement, il y est. Et c'est pas un hasard non plus. Et c'est pour moi l'élément invalidant parce que tu t'attends, un gars il soude, tu penses soudure à l'arc ou quelque chose comme ça. Donc tu t'attends à trouver des résidus en bas, un petit peu comme dans la soudure à l'arc ou des gouttes ou tu vois. Et là, c'était des espèces de lamelles de métal comme ça. Qui avait une forme un peu trapézoïdale en plus, mais assez nette. Donc pas du tout. Enfin, et c'est ça qui était tombé apparemment. Ça a été analysé et c'était une sorte de métal proche de l'airain, donc du bronze, anti-friction. Et les gens n'ont pas compris ce qu'ils ont analysé. Et lui a gardé quelques-uns de ces trucs jusqu'à la fin de sa vie. C'est totalement absurde, quoi. Je veux dire, le cas, encore une fois, est absurde. Et pourtant, le type n'a jamais varié sur son témoignage. Et je te dis, à la fin de sa vie, il a dit, mais c'est la pire chose qui me soit arrivée, et la pire chose que j'ai faite, c'est d'en parler. Voilà. C'est 1950, hein. Tout est déjà là, encore une fois. Hein. Après, on multiplie les cas, on fait des statistiques dessus. Mais, dans un seul cas, c'est de la pensée inductive, mais tout est déjà là. Quand tu analyses ces cas-là. Non, mais à travers la porte ouverte et l'échelle de ce truc qui faisait 6-7 mètres de haut, hein, donc ça faisait presque 3 fois du plancher au plafond, quoi, ici. Hein. Le type te dit qu'il voit des manomètres. Si le phénomène puise réellement les formes de ces manifestations dans notre culture, du moment, ça va changer, c'est sûr. Et ça fera encore des gorges chaudes et on va en parler parce qu'on se fait piéger par les apparences. Et c'est voulu, c'est comme ça. On prend du cinéma pour de la réalité, mais c'est une forme de réalité puisque ça laisse des traces, c'est matériel. Donc, tu vois le truc, c'est quelque chose de très 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 avancé, cette histoire-là. Et ça nous abuse, évidemment ça nous abuse. Parce que quand tu regardes la structure des cas, c'est assez, c'est assez facile d'en faire le tour, c'est assez grossier même, il n'y a rien de très sophistiqué. C'est sophistiqué dans la forme, hein, dans le spectacle si tu veux. Mais dans la structure elle-même, il n'y a rien de très compliqué. Hein. Même les thèmes, tu les identifies en moins de 2. Hein. Les thèmes, tu en as 2-3, hein, pas plus, hein, au sol. Et en l'air, c'est pratiquement toujours l'effet vitrine. Donc voilà. On est face à ça. Et est-ce qu'en Italie, tu as un cas qui t'a rappelé le hameau du soleil par les entités observées? Tu sais, les portes de frigidaire. Oui, non, j'ai pas de cas comme ça. En revanche, tu as des cas très étonnants d'entités mixtes. C'est-à-dire d'un espèce de robot qui effectivement pourrait un peu évoquer ce que tu vois à la Colle sur Loup, mais avec quelque chose qui ressemble à 2 yeux, un nez, et le truc vole à toute vitesse autour de l'avion, tu as 6 ou 7 témoins, et le machin disparaît. En plus, il est jaune pour être bien vu, tu vois, un jaune pompier, ou voilà. Et
Et comme toujours, ça se manifeste plusieurs fois sur, on va dire, sur un mois. Tu as 2-3 cas. Et hop, ça disparaît. Alors ça, ces espèces d'entités biologiques, mi-robots, mi-biologiques, ça rappelle un petit peu, mais l'affaire des hameaux du soleil. Mais 4 portes de frigidaire comme dans l'affaire des hameaux du soleil en Italie, non, j'ai pas vu. Tu as des cas plus débiles que ça. Hein. Tu as des cas vraiment, par moment, tu te dis, il fait quand même fort en prenant dans l'inconscient des témoins ou dans la culture locale. Hein. Et d'ailleurs, il y a un cas dans le livre d'Antonio Cumento, toujours en Italie bien sûr, où c'est 2 gamins qui voient E.T. Qui voient un extraterrestre qui ressemble à E.T. Le film. C'est l'inverse en fait. Où ils ont pris la forme de E.T. Mais ils l'ont pris dans des observations de RR3. Donc c'est évidemment, tu as des... Les histoires de main à 3 doigts là, bon, on va pas... Bon, mais elles apparaissent assez vite. Tu as des témoignages qui font état d'humanoïdes qui ont des bras plus longs que la normale, donc qui touchent les genoux en gros, et souvent avec 3 doigts. Dans l'histoire du bois des Pranes, il a bien dit, ils avaient les bras plus longs que la normale. Voilà. Tu as des cas où on a vu des êtres bizarres, souvent volants d'ailleurs. C'est une particularité de l'Italie, mais du monde entier. Hein. Mais en Italie, tu sais, il y a une tradition des saints volants. Moi, tu m'en avais parlé. Ouais, notamment le plus connu d'entre eux, Blaise Sandra, on a beaucoup parlé, il a écrit un de ses derniers livres dessus. Hein, Joseph de Cupertino, le saint de l'aviation, il volait à l'envers. Donc tu as, notamment proche de villes saintes en Italie ou avec une grande tradition historique religieuse, tu as ces apparitions je dirais presque de saints volants, mais travestis dans la modernité, dans la postmodernité. Donc ils sont plus ou moins déguisés avec des antennes, avec des... Voilà, et tu as des fois des témoins multiples qui voient ça, hein, c'est incroyable. Alors, de temps en temps, tu as des observations d'OVNI qui ne sont pas faites par eux, mais par d'autres gens à ce moment-là dans la région. Donc, tu te dis, bon, voilà, ça participe du même truc. Voilà. Mais des fois, il n'y a pas du tout. Alors, la question se pose, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est la même chose pour les histoires en chambre, hein, avec l'OVNI l'humanoïde qui apparaît au milieu de la nuit, tu te dis, mais attends, est-ce que c'est un cas de RR4, un cas d'abduction? Est-ce que c'est une histoire parapsychologique? Est-ce que c'est une histoire de succube et d'incube du Moyen-Âge? Parce que souvent il y a cette dimension. Qu'est-ce que tu fais? Un exemple type en Italie, c'est l'histoire du Mont Bondone, là. Parce qu'elle est connue celle-là, je l'ai retenue, hein, dedans, j'ai même fait un dessin. Parce que le gars a fait une photo, il avait un mauvais appareil sur lui dans la nuit, hein, avec un flash, bam, il a envoyé la photo, il y avait beaucoup de grains. Et tu as effectivement cette espèce d'entité un peu ectoplasmique qui apparaît derrière le mur. Enfin, derrière, il y a un arbre, pas un mur, il y a un arbre, il apparaît comme ça derrière, on voit sa tête, on voit une partie du corps. Bon, il n'y a pas eu d'OVNI observé, mais il y a une photo. Alors, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai choisi de le mettre, parce que de temps en temps, je prends, parce que ça donne aussi une idée de ce qui est observé. Voilà. Maintenant, après, sur une étude plus sérieuse, statistique, par exemple, est-ce que tu dois intégrer un truc pareil? Parce que le personnage, il fait penser plus à une sorte d'entité genre folklorique ou un élémentaire, ou un peu cette idée-là. Alors beaucoup font des relations, Fabrice notamment fait une relation hein, entre les apparitions d'humanoïdes et les élémentaires. Mais on est dans un domaine effectivement où la discussion pourrait être infinie parce que moi je suis sûr, tu poses la question à 100 ufologues, tu en as 50 qui te diront il faut prendre et tu en as 50 qui te diront il faut laisser ça de côté. C'est très très difficile. Moi j'ai choisi, j'ai tranché un peu entre les deux, je fais au coup par coup, c'est-à-dire je regarde le cas, si vraiment le cas est intéressant, s'il y a plusieurs témoins, s'il y a des oripeaux, on va dire. Il y en a un comme ça en Italie où il a des espèces d'antennes qui partent des oreilles et il a une combinaison moulante noire. Il y a une dizaine de témoins qui voient le bonhomme, un petit bonhomme hein, qui ressemble un peu au bonhomme de Cusack, avec des pieds assez grands qui pourraient passer pour palmer, tu vois. Et le truc s'envole carrément. Qu'est-ce que tu fais d'un cas pareil, quoi?
Bon, je l'ai pris à cause des antennes, à cause de la ressemblance avec Cusack, à cause de... Voilà. Mais je comprends qu'on puisse me dire, t'aurais pas dû le prendre aussi, c'est vrai. Tu vois, on est un peu à cheval. Mais le problème, c'est qu'il y en a de plus en plus de ces trucs-là. Alors, t'as aussi le cosmonaute avec vraiment équipé comme un cosmonaute, un peu bibendum, mais avec un appareil de propulsion, et le mec se déplace. Alors là, tu déplaces aussi l'interprétation. Est-ce que c'était un inventeur génial dans son coin qui testait un truc? Ou est-ce que... Surtout voilà. que ça rappelle le film Rocketeer. Oui, ça rappelle un tas de choses. Ça rappelle un tas de choses. La culture, notre culture est totalement mêlée avec le phénomène OVNI. Et tu peux dire le phénomène OVNI se sert de notre culture, il puise dans notre culture et dans notre inconscient aussi. Il puise là-dedans. Les motifs de ces manifestations, le substrat de ces manifestations, pour nous parler, et en même temps, les gens peuvent projeter et voir certaines choses aussi, parce qu'ils sont imbibés culturellement. Donc c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, là. Hein. C'est le serpent qui se mord la queue. Tu sais pas trop. L'intervention de Fiorentini à Torilia était la plus intéressante de ce point de vue-là, parce qu'il te montre des images qui sont impressionnantes, qui datent des années 50, où tu vois déjà, sur des couvertures de romans de dessous, hein, de SF, tu vois déjà des nains ou des personnages gris à grosse tête, qui n'aiment pas beaucoup les hommes, mais qui s'intéressent aux femmes. Alors, tu as toujours une pin-up qui est à moitié attachée devant, c'est sûr, ça fait vendre. Et on n'est pas encore dans les abductions, mais la culture est avant les abductions, déjà. On est dedans, c'est un petit peu la reprise du mythe de la Belle et de la Bête, si tu veux, mais adapté à la SF. Comme King Kong et la blonde. Ouais, Voilà. par exemple. Mais là, c'est SF. Heureusement qu'on n'a pas vu des gros singes comme ça. Hein, parce que... Si, mais t'en vois. Regarde le catalogue Rosette, il y a plein de témoignages. Bon, ça vaut ce que ça vaut, on est bien d'accord. Ça, tu les élimines. Ça rentre dans cryptozoologie. Après, tu laisses les cryptozoologues se débrouiller avec des trucs pareils. Hein. Ça c'est clair. On a déjà assez des nôtres. Mais bon, il y en a, des King Kong, il y en a. Même en Italie, hein, t'en as. T'as des entités qui font 3-4 mètres, qui sont entièrement poilues, qui ont été vues par un ou deux témoins près d'une villa. Même il y a eu des cas de l'autre côté de la frontière, là il y a eu 2 cas en Ligurie, près de Ventimille. Et je crois qu'il y a même un policier qui a vu, si je me souviens bien. Alors, je les ai rentrés pour montrer un peu aux gens. Ouais, mais ça au Québec. Ouais. Il dirait que c'est le Sasquatch. Sasquatch, oui, bien sûr. L'Almasty dans le Caucase et l'Yéti dans l'Himalaya, oui, bien sûr. Mais ils mettent ça dans la crypto. Ils mettent ça dans la crypto, et ils ont raison. Toi qui t'es penché sur les 2 pays, que ce soit la France ou l'Italie, est-ce qu'il y a des caractéristiques des entités observées différentes, que ce soit entre les 2 pays, que ce soit la France ou l'Italie, comme je te disais tout à l'heure, les entités, ils sont très à la mode, hein, les entités italiennes. Oui, mais il faut dire qu'ils savent vendre leur cas aussi, les ufologues italiens. Tu sais, l'Italie, c'est le pays des arts. Et tu le découvres aussi dans le domaine ufologique. Par exemple, il y a un gros travail qui est fait sur les dessins, voire les peintures faites par des artistes. Les ufologues, surtout ceux qui publient, comme Antonio Chiumenti ou d'autres, sont branchés avec des peintres, des artistes qui mettent en scène, qui font un tableau carrément en couleur, donc hein, c'est pas simplement un dessin, du cas tel qu'il s'est produit, si le cas est un peu sérieux, mais c'est presque pour tous les cas. Donc automatiquement, ça frappe l'imagination. Quand il publie un livre, il y a ces dessins ou ces tableaux en couleur, et ça frappe tout de suite. Donc je dirais qu'ils ont cet avantage presque médiatique sur nous, tu vois, dans l'impact de l'image déjà. Ensuite, ils savent le raconter d'une certaine manière plus littéraire que nous. Nous, on est peut-être un petit peu plus cartésien. On va faire un rapport d'enquête dans le meilleur des cas, si tu veux. C'est un peu anonyme, je dirais. Tu vois, c'est un peu froid, c'est un peu... Tandis qu'eux, ils vont te raconter ça à la première personne et au présent.
Oui, Antonio sort de son bois où il a coupé des fagots et il se trouve face à ce machin qui est là au-dessus des arbres. Tu t'identifies en lisant, tu te vois à la place du gars. C'est un processus littéraire évidemment, mais en attendant ça frappe. Et un cas comme la créature de Mortigliano par exemple, ou le cas de Stra qui est un petit peu le trans en Provence italien, ou le cas de Varzi Bobbio qui est moins connu, mais qui est peut-être le cas le plus solide quand on est en Italie, qui est déjà plus ancien, sont des cas qui chez eux sont très connus. Alors le cas le plus connu c'est Zanfretta, hein, c'est l'affaire Zanfretta bien sûr, mais là on est dans une autre dimension, il y a même eu un film je crois de fait dessus. C'est une toute autre dimension, en plus il y a une abduction au milieu, les êtres sont des êtres dignes du cinéma hollywoodien, enfin c'est voilà. Mais pour le reste, oui, c'est bien fait. Et ça masque un petit peu le manque d'enquête, surtout au début en 54. Ça masque un petit peu ça. Et la difficulté à avoir des infos souvent. Mais ils sont comme nous, tu as le Centre ufologique national, hein, je le dis en français, qui a des correspondants un peu dans toutes les villes. Alors souvent, tu as une référence de cas, c'est le CUN, hein, donc c'est UN. Tu as une correspondance de cas CUN Sicile, par exemple, ou CUN Sardaigne. Bon. Mais c'était un correspondant par exemple, il n'existe plus depuis, tu vois, et s'il a fait une enquête, ben, ça dort quelque part et tu n'y as pas accès. Donc tu dois te contenter du récit que tu as. Mais c'est ça la cuisine, c'est faire avec ce qu'on a sous la main. Alors tu râles, hein, moi je râle souvent, hein, parce que je me dis, c'est comme les histoires de traces. Il y a à peu près, c'est homogène hein, dans le monde. Il y a deux choses qui sont homogènes dans ces histoires, par le monde. Hein. Tu prends 10 pays et tu vas tomber sur le même taux statistique. Il y a un tiers de témoins multiples, pour les RR3, hein, je parle, un tiers de témoins multiples, et à peu près entre 10 et 15% de traces. Mais il faut faire une différence entre les traces alléguées et les traces vérifiées. Parce que le témoin te dit, c'était devant chez moi, il y a eu une trace qui est restée 3 jours. Mais vous avez fait une photo? Il y a une photo existante? Non. Donc c'est une trace alléguée, c'est le témoin c'est l'allégation du témoin. Alors, quand il y a une trace vérifiée, c'est autre chose. Comme Astra, par exemple, dans des gros cas italiens, avec des résidus au sol, apparemment, c'est Antonio Chiumento qui l'a enquêté. Donc, il y a des photos de la trace, il a été dessus, il a fait des mesures. Voilà, on est là dans une trace enquêtée, c'est autre chose. Et tu râles un peu parce que souvent, tu n'as pas les informations que tu devrais avoir sur des aspects matériels qui sont quand même fondamentaux. Et tu as l'impression que souvent, comme il n'y a pas eu vraiment d'enquête approfondie, on a laissé passer la trace sans la voir. C'est-à-dire qu'on n'est pas retourné. Le cas typique, c'est le cas de Cennina, en 54, qui est très célèbre, c'est le cas italien le plus célèbre. Hein. Il avait plu la veille, et le terrain était détrempé. Donc, nécessairement, il y avait des traces. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle avait mis des bottes, et qu'elle avait ses bas et ses chaussures sur le bras, la dame. Et c'est certain que s'il y avait eu une enquête le lendemain et qu'ils étaient retournés sur place, ils auraient trouvé les traces et tout. Mais ça n'a pas été fait. Et c'est souvent comme ça. Et comme les cas nous arrivent des fois, alors là c'était au coup, hein, mais quand les cas nous arrivent des mois après, c'est le paysan qui dit il m'est arrivé ça, j'ai vu ça sur le terrain et tout, et il y avait des traces, hein, il y avait des traces. Mais personne n'est allé voir. Tu vois ce que je veux dire? Donc le niveau de entre 10 et 15% de traces, il est peut-être sous-estimé. Moi je pars du principe que quand l'OVNI s'est posé, et que si le terrain le permettait évidemment, tu as presque chaque fois des traces. Hein. C'est l'impression qui s'est imprimée, si tu veux, en moi, au fur et à mesure que je rentrais ces cas italiens, que je travaillais dessus, c'est l'impression que j'avais. Je dis mais là, c'est à peu près certain qu'il devait y avoir des traces, ils n'ont pas été voir. Que d'occasions gâchées, perdues. Parce que on est dans les débuts du phénomène OVNI finalement. Le phénomène OVNI a eu un impact diurne et très fort au début. Après, ça a commencé à se tasser. Il est passé, et ça c'est dû à l'élusivité, parce qu'évidemment la communauté humaine réagit. Donc on passe du diurne au nocturne, de plus en plus. Au milieu des années 60, c'est réglé. Le phénomène est à 3/4 nocturne et 1/4 diurne. Alors qu'en 45, 50, 55, on est presque 50-50. Tu vois ?
Et pour les histoires de traces, c'est pareil. Il y en a beaucoup à cette époque, et plus tu avances, moins tu en as. Fais attention. Et le phénomène évolue aussi. À partir des années 80, commence à apparaître ce qu'on appelle les AR4 ou les abductions, qui privent les ufologues de toute possibilité d'enquête, si tu réfléchis bien. Ben oui. Puisque tu ne peux plus rencontrer le témoin, prendre un café avec lui, entendre son récit, lui poser des questions, aller avec lui faire la reconstitution, ce que j'ai fait dans le bois des Pranes. J'en parlais l'autre jour. Au monde, il y a 2 personnes qui savent où ça s'est passé. Moi et mon collègue du CRUN, où on a été à l'époque sur place avec le témoin, faire la reconstitution sur l'heure et demie de marche dans la nuit, jusqu'à l'endroit où ça s'est passé. Bon, mais avec une RR4, tu peux pas faire ça. Ce que tu as, c'est un récit obtenu sous hypnose, dans le meilleur des cas. Et la plupart du temps, on n'a même pas rencontré le témoin. Donc ça t'échappe. Quelque part, le phénomène t'échappe. Et avec la montée en puissance, alors ça tient à nous, hein, bien sûr, c'est les évolutions humaines. Avec la montée en puissance des réseaux sociaux, là, on va droit à la catastrophe. Puisque les gens mettront leur témoignage sur un réseau social ou un forum. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, bien sûr. Mais tu le vois dans les listings. Moi, je mets un arrobase chaque fois. Ça veut dire que c'est passé par là. Et ça, c'est la porte ouverte à... Enfin, c'est la fin, quoi. C'est la fin. De ce point de vue-là. On ne peut plus... Le phénomène t'échappe. Il se manifeste, il fait ce qu'il a à faire, mais il t'échappe. Il faut y réfléchir à ça. Mais je ne sais pas si on peut faire grand-chose, hein, parce que tu n'arrêteras pas les évolutions en cours, évidemment. Ça ira de plus en plus. Oui. Le polymorphisme du phénomène est absolument prodigieux. Je suis toujours étonné de... C'est une créativité, vraiment... C'est du grand art, c'est de l'art. Je crois que Pafnovski, le grand historien d'art, a beaucoup écrit là-dessus. Il s'est beaucoup servi de la sémiologie notamment, et il avait écrit des choses qui peuvent être en relation avec ça. Cette créativité extraordinaire qui prend les symboles par groupe et qui en extrait des formes comme ça, on a l'impression que c'est ça. Mais effectivement, le phénomène nous montre ce qu'on peut percevoir et ce qui peut le camoufler aussi. Donc c'est un camouflage idéal. Il puise le substrat de ces manifestations dans notre culture et il nous projette ça dans une ambiance space opéra, enfin space science-fiction. On peut repérer ce qu'il nous montre. Il y a une orientation, effectivement, espace, vie extraterrestre, tout ce que tu veux. Et en même temps, toute la société dira mais c'est tellement humain que nécessairement c'est des hallucinations, c'est des rumeurs, c'est un camouflage absolument parfait.